Imaginez le froid. Pas le froid qu'on ressent quand on attend le bus en hiver, non. Un froid absolu. Moins 30 degrés, peut-être moins. Vous êtes au milieu de nulle part, dans une obscurité totale, sur le versant d'une montagne que les locaux appellent Kholat Syakhl. La montagne morte. Sympa comme nom pour une destination de vacances. C'est le nom Mansi, le peuple indigène de la région. Et ce soir-là, le 1er février 1959, 9 randonneurs soviétiques expérimentés vont y vivre leurs derniers instants. Bienvenue dans l'un des plus grands mystères du XXe siècle. Aujourd'hui, on s'attaque au monstre sacré des enquêtes paranormales et criminelles, l'incident du col Dyatlov. Bonjour Thomas. Salut Sarah. Et t'as raison de parler de monstre sacré. C'est le dossier qui rend fou tout le monde. Les scientifiques, les enquêteurs, les complotistes, tout le monde s'est cassé les dents là-dessus depuis 60 ans. Alors, pour ceux qui ont vécu dans une grotte ou qui n'ont jamais traîné sur Reddit à 3h du matin, on va reprendre les bases. C'est l'URSS, on est en pleine guerre froide. Qui sont ces gens? C'est l'élite de la randonnée étudiante. Ce ne sont pas des amateurs qui partent en pique-nique avec des baskets en toile. Le leader s'appelle Igor Dyatlov. Il a 23 ans, c'est un ingénieur radio très brillant. Il emmène avec lui 8 autres personnes, 7 hommes et 2 femmes au total. La plupart sont étudiants ou diplômés de l'Institut Polytechnique de l'Oural. Ils visent la certification de grade 3, le niveau le plus difficile en ski de randonnée à l'époque. Donc, ils savent ce qu'ils font. Ils sont entraînés, ils connaissent la montagne, ils sont équipés pour survivre. Absolument. Ils partent le 23 janvier. Tout se passe bien au début. On a retrouvé leurs journaux intimes et leurs appareils photos. L'ambiance est bonne, ils rigolent, ils font des blagues. L'un d'eux, Yuri Yudin, tombe malade et doit faire demi-tour le 28 janvier. C'est le seul survivant. Il a eu la chance de sa vie grâce à une sciatique. Le pauvre, vivre avec ça, savoir que tes amis sont tous morts quelques jours plus tard, c'est glaçant. Le groupe continue. Le 1er février, ils installent leur campement sur le versant est du Kholat Syakhl. Ils montent leur tente vers 17h, ils mangent un peu, ils se préparent à dormir. Et là, le silence. Plus rien. Ils devaient envoyer un télégramme vers le 12 février pour signifier leur retour. Le télégramme n'arrive jamais. Non. Les familles s'inquiètent, l'institut s'inquiète. Des équipes de secours sont envoyées, des étudiants bénévoles, puis l'armée, des hélicoptères. C'est une opération massive. Et le 26 février, ils trouvent enfin la tente. Et c'est là que l'histoire bascule dans l'horreur pure. Décris-nous ce qu'ils trouvent, Thomas. La tente est à moitié effondrée, recouverte de neige. Mais le détail qui tue, c'est qu'elle a été découpée. Découpée? Oui, et l'analyse ultérieure prouvera sans l'ombre d'un doute que les entailles ont été faites de l'intérieur. Attends, pause. De l'intérieur? Ça veut dire qu'ils n'essayaient pas d'empêcher quelque chose d'entrer. Ils essayaient désespérément de sortir. Exactement. Ils ont lacéré la toile au couteau pour s'échapper. Et ils sont sortis en urgence absolue. La plupart n'avaient pas leurs chaussures. Certains étaient en chaussettes, d'autres avaient une seule botte, certains étaient pieds nus. Par moins 30 degrés. Ils ont laissé tout leur équipement, les skis, la nourriture, les vêtements chauds, les papiers d'identité, tout est resté dans la tente. Qu'est-ce qui peut te pousser à sortir pieds nus dans la neige en Sibérie, sachant que c'est une condamnation à mort? Il faut une peur panique, une terreur immédiate. C'est la question à $1 million. Les secouristes suivent les empreintes de pas. Elles descendent vers la lisière de la forêt, à environ 1,5 km de la tente. C'est là, sous un grand cèdre, qu'ils trouvent les 2 premiers corps, Doroshenko et Krivonichenko. Dans quel état? Ils sont en sous-vêtements, ils sont gelés évidemment. Il y a des restes d'un petit feu à côté d'eux. Les branches du cèdre sont cassées jusqu'à 5 mètres de hauteur, comme si l'un d'eux avait grimpé pour voir quelque chose ou échappé à quelque chose. C'est terrifiant, mais le pire reste à venir, non? Oui, entre le cèdre et la tente, ils retrouvent 3 autres corps, dont celui d'Igor Dyatlov. Ils sont morts dans des poses qui suggèrent qu'ils essayaient de ramper vers la tente. Dyatlov tenait une branche de bouleau comme pour se protéger. Mais le vrai cauchemar, Sarah, c'est ce qu'ils découvrent 2 mois plus tard, en mai, quand la neige fond. Les 4 derniers. Oui, ils étaient au fond d'un ravin sous 4 mètres de neige. Et là, l'autopsie change complètement de tonalité. Pour les 5 premiers, la cause de la mort était l'hypothermie, classique. Mais pour ceux du ravin, c'est un massacre. Vas-y, dis-nous les détails, je m'accroche à ma chaise. Nicolas Thibault-Brignol a le crâne fracturé, une blessure majeure. Ludmila Dubinina et Semyon Zolotaryov ont la cage thoracique enfoncée. Les côtes sont brisées. Le médecin légiste de l'époque, le docteur Vozrozhdeny, compare ça à l'impact d'un accident de voiture à pleine vitesse. Mais sans blessures externes? C'est ça le truc fou. Pas de bleu, pas de coupure sur la peau correspondant aux fractures. C'est comme s'ils avaient été écrasés par une pression immense.
Et il y a les détails macabres. Dubinina n'a plus de langue, ni d'œil. Oh mon Dieu, plus de langue. Arraché à la racine, Zolotaryov n'a plus ses yeux non plus. Thomas, c'est insupportable. Comment on explique ça? Des animaux? C'est l'explication la plus rationnelle pour les parties molles manquantes. La décomposition, les petits charognards, l'eau du ruisseau dans le ravin. Mais ça n'explique pas les fractures thoraciques massives. Et ça n'explique pas pourquoi certains vêtements des randonneurs contenaient des traces de radioactivité. De la radioactivité? Sérieusement, on passe du film d'horreur au film de science-fiction là. C'est un détail qui a beaucoup alimenté les théories du complot. On a trouvé du potassium 40 sur les vêtements. Pas des doses létales, mais anormales. Bon, on a le tableau. Une tente déchirée de l'intérieur, des gens qui fuient à moitié nus, des traumatismes physiques inexplicables, de la radioactivité et des yeux manquants. On fait quoi avec ça? On spécule depuis 60 ans. Commençons par le rationnel, l'avalanche. C'est la théorie qui revient tout le temps. Oui, et c'est celle qui a été relancée en 2021 grâce à la technologie de Disney. Pardon? La Reine des Neiges a résolu l'affaire Dyatlov? Presque. Des chercheurs suisses ont utilisé les algorithmes de simulation de neige développés pour le film La Reine des Neiges pour prouver qu'une avalanche de plaques était possible. L'idée, c'est qu'en creusant la neige pour installer la tente, ils ont fragilisé une plaque au-dessus d'eux. Quelques heures plus tard, le vent a accumulé de la neige et clac, la plaque se détache. Ça expliquerait les blessures thoraciques. Potentiellement. Imagine un bloc de glace de plusieurs tonnes qui te tombe dessus pendant que tu dors. Ça t'écrase, mais la tente amortit le choc direct, donc pas de coupure. Tu paniques, tu découpes la tente, tu sors les blessés, tu fuis vers la forêt pour t'abriter d'une seconde avalanche potentielle. D'accord, mais pourquoi ils ne sont pas revenus chercher leurs vêtements une fois le danger passé? Et pourquoi la radioactivité? Et pourquoi ceux qui sont morts de froid se sont déshabillés? Pour le déshabillage, il y a un phénomène connu qui s'appelle le déshabillage paradoxal. Quand tu es en hypothermie sévère, ton cerveau dysfonctionne. Tes vaisseaux sanguins qui s'étaient contractés pour garder la chaleur se dilatent soudainement. Tu as l'impression de brûler, d'avoir une chaleur intense. Alors tu arraches tes vêtements, juste avant de mourir gelé. C'est horrible, mais ça se tient médicalement. Par contre, l'avalanche, je sais pas Thomas. Les secouristes ont dit que la tente était en partie debout, les bâtons de ski étaient plantés. Une avalanche, ça balaie tout, non? C'est l'argument principal contre cette théorie. Une avalanche de plaques peut être très localisée, mais quand même. Et puis les randonneurs expérimentés comme Dyatlov auraient dû voir le danger. Passons à théorie plus exotique. On est en URS, zone militaire, test d'armes secrètes? C'est ma théorie préférée honnêtement. Il y a eu des témoignages d'autres randonneurs, situés à 50 km de là, qui ont vu des sphères oranges lumineuses dans le ciel ce soir-là. Des ovnis ou des missiles? Probablement des tests de missiles R7. Si un missile a explosé en altitude ou a largué du carburant toxique, ça pourrait expliquer la panique. Ça pourrait expliquer la teinte orange de la peau des cadavres que les familles ont remarqué lors des funérailles. Ah oui, j'avais lu ça. Ils avaient la peau tannée, orange foncé et les cheveux grisâtres. Exactement. Et ça collerait avec la radioactivité. Imagine une explosion sourde, une lumière aveuglante, une onde de choc. Ils croient à une avalanche ou à une attaque. Ils sortent en courant. Mais les blessures, le crâne fracturé, une onde de choc peut faire ça? Si elle te projette contre des rochers, oui. Ou alors, on entre dans le territoire très sombre des opérations de nettoyage. Tu veux dire qu'ils auraient vu quelque chose qu'ils ne devaient pas voir et que l'armée ou le KGB est venu faire le ménage? C'est la théorie du meurtre, mais ça ne tient pas vraiment la route. Pourquoi laisser la tente? Pourquoi ne pas faire disparaître les corps? Pourquoi utiliser une méthode aussi complexe que de les forcer à geler? Une balle dans la tête, c'est plus simple pour le KGB. Et le Yeti, le Menk? Ah, le Yeti russe. Il y a une photo célèbre, floue, prise par Thibaut Brignol, qui montre une silhouette sombre. La plupart des experts disent que c'est juste un des randonneurs qui s'éloigne. Mais pour les locaux, le Kolatsiakl est un endroit sacré. Certains pensent que les randonneurs ont profané un lieu sacré et que les chasseurs Mansi les auraient attaqués. Sauf que l'enquête n'a trouvé aucune trace de pas étrangère au groupe, aucune trace de lutte au sens propre. C'est ça qui est dingue. C'est un huis clos à ciel ouvert. On a 9 morts et personne d'autre sur des kilomètres à la ronde. Il y a aussi la théorie des infrasons. Le vent qui souffle sur la crête de la montagne, créant une allée de tourbillons de von Karman. Oui, ça génère des infrasons, des fréquences très basses qu'on n'entend pas, mais que le corps ressent. Ça provoque des nausées, de l'anxiété, une terreur irrationnelle. Ça pourrait expliquer la panique soudaine, l'envie de fuir la tente à tout prix. Ils deviennent fous de peur par cause du vent, courent dans la forêt, tombent dans le ravin dans le noir, se brisent les os et meurent de froid. C'est plausible.
mais tellement tragique. Tu sais quelle a été la conclusion officielle de l'enquête soviétique en 1959 ? Vas-y, Une force naturelle irrésistible. c'est poétique et ça veut absolument rien dire. C'est la façon bureaucratique de dire « on n'en sait fichtre rien et on classe l'affaire ». Le dossier a été envoyé aux archives secrètes et la zone a été interdite aux skieurs pendant 3 ans. Ce qui n'a fait que renforcer le mystère. Bien sûr, aujourd'hui, même avec l'étude de 2021 sur l'avalanche de plaques, il reste des zones d'ombre. Pourquoi Zolotaryov, le plus vieux du groupe, un vétéran de la guerre, portait-il un autre nom? Pourquoi avait-il un tatouage étrange que personne ne connaissait? Pourquoi un carnet de notes a disparu? On ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé dans cette tente. C'est quelques secondes où la décision de découper la tente a été prise. Non, on peut imaginer le chaos, le bruit du vent, le froid qui mord instantanément la peau, les cris, et puis cette longue, très longue nuit dans la forêt. C'est une histoire qui me hante parce qu'elle touche à notre vulnérabilité. On a beau avoir la technologie, l'entraînement, l'amitié, face à la montagne, face à la nature déchaînée ou face à l'inconnu, on est tout petit. On n'est rien du tout, juste des silhouettes fragiles dans la neige. Merci Thomas pour cette plongée glaciale. J'espère que vous êtes bien au chaud chez vous. On se retrouve la semaine prochaine